Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 49e épisode des rencontres de TrainingView. Je suis Ziad, je suis membre de l'équipe et je suis chargé d'animer ces webinaires chaque semaine. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le format, chaque semaine, on invite un professionnel ou une entreprise des secteurs de la corporate finance et du conseil ou du conseil en stratégie. Et cette semaine, c'est une rencontre conseil en stratégie avec Feriel Ferhat, qui est ex-consultante au BCG et qui va corriger en live un cas de profitabilité. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme TrainView, c'est une plateforme de préparation aux entretiens créée par deux anciens Lazare qui ont remarqué le décalage entre les cours à l'école et les exigences très techniques en entretien d'embauche, que ce soit en conseil en stratégie ou en corporate finance. Notre mission chez TrainingView n'est pas de remplacer en fait vos cours à l'école, mais de les compléter avec du contenu et qui vous permettra de réussir ces process d'entretien. Depuis 2019, TrainingView a formé plus de 6000 étudiants. La plupart de ces étudiants ont suivi un de nos packs en ligne où nous avons énormément de contenu. Nous avons aussi des partenariats avec des écoles, des associations et des entreprises. Et enfin, nos alumni ont trouvé leur stage dans plus de 200 entreprises. Et vous avez ici sur cette slide quelques exemples de cabinets de conseil où nos anciens ont trouvé leur stage au premier CDI. Voilà, je vous rappelle qu'il s'agit d'une session interactive et que vous pouvez participer et challenger vos réponses avec celles de Feriel. Et du coup, n'hésitez pas à laisser vos réponses soit sur le chat et à ce moment, je les lirai ou à lever directement la main et le faire à l'oral. Voilà. Merci Ziad. On peut démarrer du coup le cas? Oui, oui, je te laisse la main. Super. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc ravi de faire ce cas avec vous aujourd'hui. Et comme l'a dit Ziad, donc c'est interactif. L'idée c'est euh, de d'interagir et de ne pas hésiter à soit poser la question dans le Q&A, soit de lever la main pour que ce soit le plus dynamique possible. Donc c'est un cas de profitabilité qui s'intitule Data au supermarché. L'énoncé du cas est le suivant. Donc, notre client est un Chief Digital Officer d'une chaîne de supermarchés qui comprend à la fois la production et la distribution de produits en magasin, donc en physique, mais aussi online sur Internet, sur son site e-commerce. Le but du Chief Digital Officer, c'est de générer davantage de profits via la data. Le cabinet de conseil est aujourd'hui mandaté par le Chief Digital Officer pour trouver des leviers pour générer davantage de profits à partir de la donnée qui est disponible. Donc, on va passer à la première étape que je fais habituellement. Donc, c'est la reformulation du cas. Euh, donc là, c'est un cas assez simple. C'est toujours des cas assez succincts et avec peu de détails. Mais donc, bien rappeler de quoi on parle, de quel secteur on parle et l'objectif ainsi que la problématique qui est soulevée par le client. Donc, en l'occurrence, notre client, donc, c'est un Chief Digital Officer dans une chaîne de supermarchés qui produit et distribue des produits dans son magasin, donc en physique, mais aussi sur son site e-commerce. Aujourd'hui, le client souhaite davantage exploiter la data pour générer du profit additionnel pour sa chaîne de supermarché et a mandaté le cabinet de conseil pour essayer d'évaluer les leviers pour y arriver. Donc voilà pour la reformulation. Donc il faut être assez succinct. C'est deux, trois lignes et demander à la fin, voilà, est-ce que j'ai bien tout compris? Est-ce que j'ai bien tous les éléments en tête? Il y a pas d'erreur que j'ai pu mentionner. Et si tout est bon, si on vous confirme que tout est OK, l'étape suivante, c'est de poser quelques questions clarificatrices qui peuvent en fait avoir différents niveaux. Vous pouvez réfléchir à des questions qui sont relatives à l'objectif que le client cherche à poursuivre. Donc, si vous voulez clarifier l'objectif à la fois sur la quantification de l'objectif ou sur la durée, si vous voulez avoir des clarifications, par exemple, sur le scope, sur l'état du marché ou de la concurrence, sur des canaux de distribution, sur les types de clients que vous touchez, sur la géographie. Voilà, ça, c'est toutes les dimensions que vous pouvez un peu creuser à travers des questions clarificatrices. Donc, c'est bien d'avoir des dimensions en tête.
ce qui va vous permettre, en fait, en fonction du cas, de réfléchir à des questions plus ou moins pertinentes qui vont vous permettre par la suite de construire votre structure. Donc là, je vais vous laisser réfléchir rapidement à quelques questions clarificatrices sur la base de ce que je viens de d'énoncer. N'hésitez pas à écrire des questions que vous auriez en tête sur le chat ou même à les dire à l'oral si vous voulez en levant la main. J'ai une première. Ah, non. Non, on n'a pas eu, on n'a pas la, on n'a personne? Je pense qu'il a baissé la main. Je pense que c'était une erreur. D'accord. Alors, si on prend juste une première question, alors peut-être qu'on a une question là, j'ai l'impression qu'on a. Quelle est la distribution entre vente en magasin et en ligne? Alors oui, donc ça c'est une bonne question qu'on peut avoir en question clarificatrice. En l'occurrence, on n'a pas l'information. On n'a pas, le client ne l'a pas donné et il faudrait qu'on aille faire des analyses pour l'avoir. Mais on peut avancer sans l'avoir. Mais c'est une bonne question clarificatrice, c'est essayer de comprendre un peu les canaux de distribution, comment ils sont répartis entre les deux axes. On sait juste en fait qu'il y a deux canaux. Deuxième question, où se situe notre client? Où est-ce qu'il vend? International ou national? C'est aussi une question intéressante. Donc, en l'occurrence, il va en France. Et donc, le scope, c'est vraiment géographique, c'est la France. Et troisième question, quel est l'état du marché? Est-ce que le client connaît une croissance récente? Alors, on n'a pas forcément l'information de la croissance. On sait juste que le client performe bien. En revanche, il veut croître en termes de profit. Donc, il est sur une bonne dynamique. En termes de CA, il y a une croissance déjà potentielle, mais il veut faire davantage de profit. Donc, les profits à décomposer entre le CA, les coûts, voir où est-ce qu'on peut aller chercher. Et est-ce qu'il a un objectif de profitabilité chiffré? Alors, pas plus que ce qu'on a déjà dit dans le cas. Il cherche juste à augmenter ses profits. Il ne sait pas vraiment comment y arriver. Il ne sait pas combien il peut aller chercher. Il n'a vraiment pas du tout d'informations à ce sujet. Et il veut notre aide pour essayer de lui proposer des options euh, pour identifier le profit additionnel qu'il pourrait générer. Et ses clients et sa gamme de produits? Quels sont ses clients et quelles sont les gammes de produits? Oui, j'imagine. Oui. Ouais, alors les clients, c'est une chaîne de supermarchés, donc c'est très masse, pour consommation de masse, donc tout type de clients. Et les produits, c'est des produits de supermarché, donc on va avoir de l'agroalimentaire, du sec, du frais, etc. Et quel genre de data il envisage d'utiliser? Alors, c'est tout l'objet du cas, donc c'est en effet des données. Et c'est des données, il y a différents types de données. Donc, c'est intéressant et c'est un des points importants qu'on va devoir travailler. C'est quelles sont les données qui sont disponibles pour pouvoir ensuite savoir ce qu'on en peut en faire. Je pense qu'on a balayé pas mal. Est-ce qu'on a d'autres questions ou pas? Pas pour l'instant. OK. Parce qu'on a balayé pas mal d'éléments. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller forcément plus loin que ce qu'on a déjà aujourd'hui, enfin jusqu'ici, en question clarificatrice. Donc, on a vu les questions à la fois sur l'objectif. Donc, je crois que quelqu'un nous a posé cette question-là. On a eu une question sur le scope. Donc là, c'était une clarification. Est-ce que c'est en ligne et en magasin? Mais on a aussi sur le mix produit de vente magasin en ligne. Et on n'a pas le mix, mais c'est une question intéressante à poser si on l'avait eu. Le scope géographique. Et on est même allé un peu plus, on est même allé au-delà de ça sur la partie données, collecte de données. Et je pense que voilà, c'est très bien. On a balayé vraiment l'ensemble des questions qu'on peut pertinentes pour l'énoncé du cas en l'occurrence, en tout cas. Une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est de structurer le cas, de structurer sa réponse au cas. Et donc, on prend toujours un peu de temps pour écrire une structure un peu comme un arbre avec ce que vous voulez avoir comme information pour pouvoir résoudre le cas. En ayant toujours en tête la problématique qui est soulevée par le client. Et donc, la problématique actuelle, c'est la génération de profit additionnel avec
la data. Donc là, on peut se poser un petit peu, réfléchir à une structure pour qu'on aborderait en fait dans un cas réel. Et vous pouvez proposer une structure, bah, pareil, hein, le chat, c'est très bien. Euh, à l'oral aussi, c'est encore mieux sur la structure. Euh, et on peut vous laisser encore un petit peu de temps pour y réfléchir. Euh, Du coup, j'ai une structure en 4 étapes. Données collectées, volume de terabits par mois, type et qualité des données. 2, marché cible pour la monétisation des données. 3, stratégie de monétisation, ads, vente directe des données et des agences, etc. 4, conformité avec les régulations de gouvernance des données. OK, bah, très bien, c'est une bonne structure. Il y a pas mal d'éléments. C'est peut-être même trop décomposé à ce stade. On pourrait peut-être regrouper quelques éléments entre eux et avoir certains éléments en sous-éléments. Typiquement, tout ce qui est régulatoire, c'est un point extrêmement important en effet. On peut l'avoir en sous-point en disant, bah voilà, il faut dans un second temps bien avoir en tête les risques, et notamment les éléments donc, régulatoires qui limiteraient les options de prise de décision, donc de stratégie pour monétiser la donnée. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression, on a quand même pas mal d'informations. Donc, la partie collecte de données, donc comment, quelles sont les données disponibles à disposition et comment je peux les collecter. Et ensuite, la stratégie de monétisation qui est derrière. Donc, bah, je pense qu'on peut avancer parce que on a un peu, je pense que la proposition qui a été faite, elle englobe pas mal de points. On a réfléchi un peu à quelque chose de similaire, peut-être avec une structure un peu moins étalée, plus condensée, mais en fait étalée dans les sous-points. On a plus de sous-points et moins de points en high level. J'ai une petite question sur le Q&A. Il est question d'utiliser ou de vendre les données collectées. Bah, ça, c'est une des questions qu'on peut se poser dans la structure. Mais en fait, oui, là, si on parle d'un chief data officer dans une chaîne de supermarché qui a de la donnée client, on peut bien sûr réfléchir à des leviers de vente de données. On peut à la fois l'utiliser en interne, en fait, la donnée, donc pour le besoin de la chaîne de supermarché, pour augmenter les profits en interne. On peut essayer de réfléchir aussi à des leviers externes où il s'agirait en fait de vendre la donnée qu'on a à disposition. Bien sûr, en ayant bien sûr en tête toutes les règles régulatoires et la RGPD et être sûr qu'en fait on est en compliant en fait avec toute cette régulation. Mais c'est une bonne question à se poser et il faut, dans la structure, l'avoir quelque part comme option potentielle. On ne peut pas faire l'économie de cette option-là euh, qui est obligatoire en fait dans un cas de ce genre où on sait en fait qu'on possède de la donnée client qui peut être intéressante pour d'autres entreprises. Ouais. Donc là, si je propose la structure qu'on avait en tête, mais qui rejoint ce qui nous a été proposé, c'est juste que c'est dit un peu différemment. Il y a toujours la partie donc, collecte de données, donc bien comprendre la donnée qui est disponible, parce que si on n'a pas compris ça, c'est difficile de proposer derrière une stratégie pour monétiser cette donnée. Et ensuite, derrière, c'est les leviers pour augmenter le profit. Donc les leviers pour augmenter le profit avec la donnée, donc toujours en ayant en tête la partie 1 de cet arbre. Dans la collecte des données, donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux segments pour collecter la data. Le segment physique, donc tout ce qui est offline, et le segment en ligne, donc tout ce qui est sur le site e-commerce. Puisque les clients, en fait, ont deux canaux pour acheter les produits de cette chaîne de supermarché, soit aller en magasin, soit aller sur leur site. Pour les deux canaux, on va regarder deux choses, et c'est bien d'aller à ce niveau de détail pour bien comprendre où chercher la donnée. On va regarder le parcours client et on va regarder la facturation client, puisque en fait, les données sont disponibles à différents moments. Et le parcours client, c'est vraiment à partir du moment où il entre dans le supermarché, par exemple, ou alors sur le site e-commerce, parce que c'est un peu les mêmes, on va le voir, mais le online, c'est un peu similaire dans la façon de structurer la chose.
Il peut avoir très bien une app ou un scan. On peut scanner le fait qu'on peut compter le nombre de clients qui entrent. On peut avoir plusieurs informations qu'on peut collecter. Et tout au long du parcours, ensuite, quand il se déplace, etc., il y a plein d'éléments, il y a plein de façons de collecter la donnée client. La facturation, c'est aussi un autre élément. C'est au moment du paiement. On a le ticket de caisse. Donc là, on a le détail des produits qui ont été achetés par le client, les horaires d'achat, etc. Donc, on a aussi plein d'informations qui peuvent être pertinentes sur la facture du client. Online, donc là, on parle du site Internet et on verra que dans le site Internet, en fait, on a aussi un parcours client puisqu'on se déplace sur un site Internet. On aura aussi la facturation. C'est la même chose. Une fois qu'on s'est dit ça, donc là, c'est un peu comprendre où est la donnée. Ensuite, on va regarder les leviers pour augmenter le profit. Le profit se décompose toujours entre les revenus et les coûts. Dans les revenus, c'est vraiment aller chercher comment gagner plus, comment monétiser la donnée. Et donc, c'est ce qui nous a été proposé, ce sont les stratégies de monétisation. Et là, c'est vraiment du pur revenu. Et on en a parlé, je crois, lors des questions clarificatrices, mais il y a deux types de revenus qu'on peut avoir. Des revenus internes, et là, c'est vraiment essayer de monétiser la data en interne, donc pour le compte de la chaîne de supermarché, de notre propre client. Par exemple, en fidélisant les clients actuels, comment, avec la donnée actuelle, je vais essayer de fidéliser davantage mes clients. Et on peut les avoir aussi en externe. En externe, c'est vendre, par exemple, de la donnée. Ensuite, les coûts, donc c'est l'autre levier pour augmenter le profit. Et là, pareil, comment utiliser la donnée pour baisser les coûts. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important d'avoir ça en tête pour avoir une vision vraiment exhaustive. Et c'est vraiment ce qu'on attend de vous lors d'une structure de cas, c'est d'être exhaustif à ce niveau-là. Et ensuite, on va petit à petit vous guider davantage et retirer les éléments qui ne sont pas pertinents pour le cas. Dans les coûts, vous pouvez toujours dire qu'on peut essayer de gagner en coûts, hein, baisser et réduire les coûts en utilisant la donnée, puisque la donnée peut nous permettre, par exemple, de réduire nos coûts de stock. Par exemple, en optimisant davantage les stocks qu'on a en interne, parce qu'on va utiliser la donnée pour vraiment acheter la quantité qu'il nous faut, moins stocker et vraiment faire du lean manufacturing, par exemple. On peut faire davantage de marketing pertinent, ciblé, avec la donnée qu'on a. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est des stratégies aussi d'augmentation de profit via la donnée. Et enfin, on verra les options qui s'offrent à nous avec l'impact qu'elles ont en fonction de ce qu'on aura vraiment choisi. Est-ce qu'on préfère vendre la donnée ou est-ce qu'on préfère l'exploiter en interne? Et enfin, les risques. Donc là, c'est hyper important de bien mentionner ça et étudier la faisabilité de l'option qu'on propose, notamment des risques régulatoires. Est-ce que c'est en cohérence avec les lois RGPD, par exemple? Bien mentionner ça parce que on peut très bien avoir de bonnes idées, mais en fait, qui sont absolument pas actionnables au regard des lois en place. Et donc, d'où l'intérêt aussi d'avoir demandé le scope géographique. Dans quelle géographie on se place, puisque les lois ne sont pas les mêmes qu'on parle de l'Europe, on parle de l'Asie ou des États-Unis, par exemple. Donc, il faut vraiment demander la géographie. C'est très important sur un cas de ce genre. Donc là, on vous a mis des exemples en termes de revenus donc internes. Donc, je vous ai évoqué la fidélisation. Il y a d'autres éléments qu'on peut évoquer pour accroître en fait les revenus en interne. De même en externe, on peut vendre de la publicité, on peut vendre juste de la donnée en tant que telle. Pareil pour les stocks, on en a un peu parlé, mais en gros, on peut digitaliser la gestion des stocks. Donc ça, c'est mieux optimiser les commandes auprès de nos fournisseurs, ou mieux optimiser la production de nos matières premières. Pour les marketing, on peut essayer de baisser le coût d'acquisition des clients parce en connaissant mieux nos clients, on peut baisser le coût. Donc c'est toujours bien, mais ça, en le disant, en fait, en expliquant sa structure, de donner des exemples de ce qu'on a en tête pour chacun des éléments qu'on mentionne. Est-ce que vous avez des questions si je fais une petite pause rapide sur cette structure-là? Est-ce qu'elle vous semble cohérente? Est-ce qu'il y a des éléments pas clairs? Ou est-ce que tout est clair? On n'a pas Pas de réaction, je pense de que réaction. grâce à ce point-là. Bah, dans ce cas, je peux avancer. Ouais. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, donc on a vu qu'il y avait plein de choses. On commence toujours par la base qui est donc la partie collecte de données, ensuite pour arriver aux solutions, enfin, en tout cas d'abord au levier et ensuite aux solutions. La première partie, donc là, vous proposez en fait, lors du cas, de creuser davantage la première partie, parce que c'est un peu
si vous vous projetez sur un cas réel client, vous allez forcément devoir d'abord analyser les données qui sont à votre disposition. Donc là, vous proposez de regarder la collecte de données en ligne et en physique. Et donc de regarder ce que vous avez en tête, à la fois le parcours client et aussi la facturation client. C'est vraiment il faut y aller, il faut dire ce que vous feriez proactivement pour pouvoir avancer dans le cas et pour pouvoir aussi vous laisser guider par la suite par l'intervieweur qui va en fait naturellement vous dire si cette option est à creuser ou pas. Euh, on a une question, non? Euh, Comment présenter cette structure? Je pense que c'était par rapport à la slide précédente. Comment présenter comme je l'ai présenté. Il suffit juste en fait, ce que vous dites, c'est que vous repartez de la problématique du client, qui est donc de générer davantage de profit avec la donnée, et vous présentez une structure en deux temps. Premier temps, c'est vraiment regarder quel type de données j'ai à disposition, donc davantage comprendre ça, parce que c'est ça qui va permettre ensuite de me guider sur les leviers pour augmenter mes profits avec cette donnée-là. Et ensuite, vous creusez le point 1 en disant ce que vous aimeriez regarder. Vous aimeriez regarder vous avez deux canaux de distribution. Regardez les deux types de canaux, quel type de données je vais avoir sur chaque canal. Et vous pouvez donner des exemples. Et là, en l'occurrence, on a parlé du parcours client, de la facturation client. Et ensuite, vous vous dites, une fois que j'ai ces informations en tête, je vais regarder les leviers. Et là, vous décomposez les leviers pour les profits. Bien mettre les revenus, les coûts pour bien comprendre que le profit, vous savez ce que ça veut dire. Dans les revenus, vous donnez des exemples de types de revenus. Donc, c'est ce qu'on s'est dit. Et toujours mettre en perspective les revenus avec le cas, parce que les revenus sont différents en fonction du cas qui est abordé. Donc, vraiment bien décomposer les revenus. De même pour les coûts, vous pouvez donner des exemples de coûts que vous pourriez optimiser avec la donnée. Et enfin, vous direz que en dernier temps, vous regarderez l'option que vous voulez mettre en place au regard de sa faisabilité aussi et des risques sous-jacents. Donc, c'est vraiment la structure, c'est vraiment dire voilà, en deux temps et ensuite aller sur les sous-options. Et ensuite, donc, étape suivante, donc c'est ce qu'on est en train de se faire, c'est creuser le premier point, donc la collecte de données, et donc proactivement proposer ça pendant le cas et dire que vous aimeriez regarder ça parce que ça va influencer la manière de les exploiter. Et donc, vous pouvez poser la question de savoir si on a plus d'informations à ce sujet, parce que là, vous pouvez être un peu bloqué et dire, une fois que vous avez donné tous vos exemples, une fois que vous avez dit ce que vous feriez, vous n'avez pas plus d'informations que ça. Vous pouvez poser la question, est-ce qu'on a plus d'informations? Et donc là, en l'occurrence, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de décomposer la collecte de données en ligne et en physique. Et donc là, c'est un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et c'est le moment, en fait, de vraiment proposer des solutions de collecte de données. Donc, c'est vraiment une partie plus qualitative pour qu'on comprenne, en fait, si vous avez des idées, si vous avez une bonne vision de comment fonctionne, en fait, par exemple, une chaîne de supermarché, mais ça peut être n'importe quel magasin, et quel type de données on peut vraiment avoir concrètement. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous listiez ce qui vous vient à l'esprit pour répondre à cette question posée. Donc, on vous a mis quelques exemples euh, en physique. Donc, par exemple, quand vous entrez en magasin, on peut avoir une reconnaissance téléphone. Donc là, on sait qu'il y a un téléphone ou captation des ondes. Ça permet de comptabiliser le nombre de clients. Ça permet d'avoir aussi derrière les horaires, etc., d'affluence. On peut avoir aussi des caméras qui permettent de suivre un peu le parcours, par où le client passe, qu'est-ce qu'il va regarder, où est-ce qu'il va s'arrêter, etc., passer du temps. On a évoqué la facturation. Donc là, on a vraiment des informations sur le panier moyen, sur les produits qui sont achetés, sur les horaires d'achat, etc. Et on peut aller plus loin avec l'idée du compte client. On peut très bien se dire qu'une chaîne de supermarché va essayer de fidéliser les clients et donc de proposer un compte fidélité. Et donc là, à collecter d'autres types de données, le nom, le prénom, les emails, etc., ce qui va permettre de faire de fidéliser sur le long terme des clients, puisqu'on peut on peut ensuite envoyer des campagnes par email, on peut envoyer des newsletters. Voilà, donc ça, c'est un autre type de données qu'on peut physiquement capturer en magasin. Est-ce que quelqu'un aurait, par exemple, des idées sur l'étape suivante qui est plutôt en ligne? Quel type de données, une fois qu'on s'est dit ça sur la partie physique, sur la partie en ligne, quels sont les types de données qu'on va pouvoir collecter auprès de nos clients? Euh, le taux de conversion, Oui.
Nombre d'utilisateurs par jour, sur le temps passé sur le site, sur le nombre de commandes en ligne. Ouais. Donc, on va en effet avoir des informations qui sont peut-être même un peu plus précises que des informations en physique sur la partie temps passé sur un site web, taux de conversion aussi, puisqu'on va vraiment comprendre entre un client qui est allé sur le site web, combien de clics il a fait, ensuite, est-ce qu'il a vraiment acheté à la fin. J'ai aussi le panier moyen. À quelle étape le panier est abandonné par le client? Ouais, ça, c'est intéressant. Nombre de pages visitées, Ouais, tout à fait. fréquence d'achat. Oui, ok. Bah voilà, ça, c'est très bien et c'est exactement le type d'information qu'on va pouvoir avoir en ligne. Il y a des informations qui sont aussi redondantes avec les informations physiques, typiquement le panier moyen, enfin tout ce qui est facturation, c'est un peu le même type d'information. Mais on a des informations aussi différentes que vous avez mentionnées, typiquement le taux de clic, le taux de conversion, les abandons de panier, le nombre de visites de page, le temps passé sur les pages. Tout ça, c'est des informations hyper intéressantes qu'on va avoir en ligne. Voilà. Donc, je pense que là, une fois qu'on s'est dit ça, euh, on peut se dire bah, quelles sont les prochaines étapes. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on sait qu'elles sont à nos dispositions, on sait que les clients les possèdent, notre client les possède. Il faut vraiment aller de l'avant et donc proposer la prochaine étape qui est de réfléchir en fait aux revenus et aux coûts de des différentes options pour ensuite prendre une décision sur la stratégie à avoir pour générer davantage de profits avec les données qu'on a à disposition. Et donc, l'idée, c'est vraiment bah, de proposer les options que vous avez en tête pour avancer. Alors, on peut avancer sur ce cas si vous n'avez pas d'autres questions. Il n'y a pas de questions là, on est d'accord? Je ne Et, crois pas que… non, non, j'ai pas de questions sur Non? le. Ok. Bah, du coup, je vais avancer. Donc, sur la partie vraiment de l'exploitation de la donnée. Une fois qu'on l'a collectée, on va essayer de l'exploiter. On a regardé donc deux niveaux d'exploitation, donc les coûts et les revenus. Les coûts, on a donné des exemples de coûts. En l'occurrence, on a donné des exemples au niveau des stocks et au niveau du marketing. Et au niveau du marketing, c'est plutôt au niveau de l'acquisition client. En termes de revenus, on avait mentionné lors de la structure du cas en interne, donc exploiter les données en interne pour, par exemple, fidéliser davantage les clients ou vendre. Donc ça, c'est l'exploiter en externe, donc soit la vente, soit la publicité. Donc ça, c'est un peu rappeler la structure qu'on avait en tête. Vous pouvez proposer, vous, de dire, bah, je commencerai par quelque chose. Est-ce que certains ont des idées, enfin, auraient instinctivement une proposition sur quel type d'exploitation de données serait plus pertinente ou qu'ils aimeraient regarder d'abord en premier parce qu'ils considèrent qu'il y a plus de faisabilité à celle-ci qu'à une autre. Le programme de fidélité. Ouais. Donc là, ça serait plutôt un levier donc, de revenus en interne et regarder si on peut générer davantage avec un programme de fidélité. Deuxième proposition, c'est de faire de la publicité. Ouais, ok. Alors, oui, et ce qui est intéressant en fait dans ce que vous avez dit, c'est que donc ça a bien pris en compte une des questions clarificatrices qu'on avait eues au début, qui était l'objectif du client, parce on avait une réponse qui était que l'objectif du client était donc de générer davantage de profits, mais davantage par le levier du revenu que le levier des coûts. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas regarder les coûts. Ça veut juste dire que peut-être que le CA est encore plus pertinent pour notre client, l'augmentation du CA qui permettra par la suite d'augmenter les profits. Donc, c'est intéressant de regarder davantage peut-être les internes et ventes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis ici. Si quelqu'un avait démarré par les coûts, en effet, il y a des leviers de coûts parce que en fait, c'est un business. Les chaînes de supermarchés, c'est vraiment un business de marge. Et on peut se dire qu'on peut essayer de baisser les coûts à tout prix. Mais c'est vrai que c'est instinctivement moins ce que le Chief Data Officer recherchait. Donc, on l'a quand même mis pour être exhaustif, pour bien expliquer qu'en fait, on avait compris les différents types de coûts qu'on peut optimiser.
En l'occurrence, c'était gestion des stocks. On peut se dire qu'on peut avoir une prise de commande qui est optimisée, automatisée. On peut avoir en marketing un service marketing qui est digitalisé pour avoir un coût d'acquisition qui est moindre. Donc ça, c'est un peu les idées qu'on peut avoir sur la partie coût. Mais comme on vous l'a dit, en fait, on va se consacrer davantage aux revenus. Donc, c'est tous, enfin, les réponses qu'on a eues étaient vraiment axées là-dessus parce que c'est peut-être des leviers plus simples à mettre en place dès le démarrage. Et c'est en tout cas ce que le Chief Data Officer instinctivement a proposé de regarder en un. Donc, on a eu deux propositions, la fidélisation, la publicité. Donc, c'est Et ça. j'ai une troisième Ah, pardon, proposition, c'est réorganiser les rayons pour faire en sorte que les clients voient le maximum des produits pendant ce parcours. ouais, d'accord. Donc, ça, c'est un peu lié au parcours client, merchandising, donc soit la vitrine, et ensuite au parcours plutôt pour accroître le panier moyen, in fine, du client, de chaque client qui entre dans le magasin, euh, pour lui faire acheter plus dès lors qu'il est dans le magasin. Donc ça, c'est des leviers internes. Donc ça fait partie de la première partie qu'on voit ici. Euh, donc là, on vous a mis des exemples. Mais en effet, le parcours client, optimiser ça, augmenter le panier moyen, c'est vraiment le but derrière. En externe, on a vu donc la vente de données ou la publicité ciblée. Et c'est ce qu'on va creuser. Donc là, c'est un rappel des options. Et maintenant, on va se dire qu'on va regarder davantage, et ça va être enfin, on va vous aider, on va vous guider là-dessus. On va dire qu'en fait, on va regarder les revenus, par exemple, publicitaires, ce qu'on peut essayer de générer avec ça, si on décidait de mettre ce levier en place. Est-ce que quelqu'un, euh, si on vous dit en fait qu'on va essayer d'exploiter davantage en interne ou de vendre en fait les données publicitaires, qu'est-ce que vous feriez en fait pour avancer là-dessus? Si on se dit en fait que là on vous a mis, on vous guide en vous disant qu'on va regarder davantage des revenus publicitaires, soit les exploiter en interne, on peut très bien les exploiter sur notre site web, le site web du client, ou alors les vendre. Comment prendre une décision entre l'option, par exemple, déjà interne versus vendre des données publicitaires, vendre versus les vendre. Comment sizer aussi derrière l'opportunité. Donc, j'ai une première proposition, c'est de faire de la publicité ciblée. Oui. Euh, en Est-ce que ligne, tu as oui, en ligne, activer les cookies et les recos. OK. Donc là, c'est un peu la partie, on vous l'a mis, ces suggestions purement en ligne. C'est en effet des espèces de pop-up ou alors, un peu comme fait Amazon, vous proposez des produits qui iraient bien avec votre panier en supplément. Euh, Ça, c'est un des éléments, en effet. J'ai une question sur le chat. Il y a un participant qui ne comprend pas comment vendre les données publicitaires. Ça consiste en quoi vendre les données publicitaires? Alors, c'est exact, c'est ce qu'on veut sizer ici. Donc là, il y a eu des propositions liées vraiment à l'utilisation de la donnée pour son propre compte, donc sur notre site internet, pour essayer de, par exemple, fidéliser, suggérer davantage, etc. Donc ça, c'est de l'interne. Là, les revenus publicitaires, si on vend de la publicité, ça serait de l'externe. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous avez un site web qui génère du trafic quotidien. Donc, il y a des clients qui, tous les jours, viennent sur votre site web. Donc, vous avez des utilisateurs. Et vous pouvez proposer à d'autres entreprises qui sont intéressées euh, de mettre des encarts publicitaires sur votre site web. Parce que vous avez en fait une traction sur votre site internet et vous allez utiliser en fait cette traction, ces utilisateurs, et vendre le fait que vous avez des utilisateurs qui viennent sur votre site web. Donc, il faut imaginer n'importe quel site web en fait où vous allez avoir des encarts publicitaires qui n'ont rien à voir avec avec le site web en question, mais qui veulent juste vous faire de la pub sur autre chose. Donc, ça serait vraiment du revenu publicitaire pur et c'est de l'externe puisque c'est pas utiliser sa propre donnée pour mieux exploiter, donc mieux fidéliser ses clients ou autres. C'est vraiment juste de la vente pure et dure sur la base de données qu'on a. Et les données, c'est vraiment, bah, j'ai des utilisateurs tous les jours qui viennent sur mon site web, bah, exploitez-les.
on peut peut-être creuser, je pense, cette option-là parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de saisir l'opportunité, de comprendre si c'est pertinent ou pas. Euh, Sauf si on a d'autres propositions. J'ai une proposition sur le chat. En fonction de la taille de nos data, le plus de data nous aurons, le plus elles seront pertinentes pour de la vente, car très représentatives d'une consommation de masse, tendance client, etc. Inversement, un plus petit échantillon serait, selon moi, plus pertinent pour une utilisation en interne uniquement. OK. Et une autre proposition, par exemple, les pubs sur le site, nombre de clients fois nombre d'impressions, fois nombre de pubs moyennes par page, fois nombre de pages visitées, fois prix de la pub. OK. Bah voilà, c'est ça exactement pour le market sizing qu'on doit regarder. Donc, en effet, c'est le nombre de. Alors, on parle plus de visiteurs. C'est pas forcément quelqu'un qui va acheter. Client, c'est vraiment quelqu'un qui va finir par acheter a priori. Là, c'est juste quelqu'un qui va visiter la page et c'est déjà pertinent pour la partie publicitaire. Euh, et ensuite, en effet, il y a donc la chance de succès, mais ça, on va le décomposer sur les taux de clics en fait et les conversions et combien ça nous coûte, combien ça va coûter. Donc, c'est le prix publicitaire. Et le change de succès, donc c'est par rapport à la fois au nombre d'encarts publicitaires qu'on peut mettre sur une page avec le nombre de pages qui existent sur le site web. Donc on l'a appelé nombre de recherches, mais en fait c'est recherche pages. Et c'est ça, hein, c'est la décomposition en effet du calcul. Donc là je vais avancer parce que c'est ce qui nous a été proposé. Donc les nombres d'emplacements par page, c'est ce que vous voulez avoir, le nombre de pages, le nombre d'utilisateurs, donc le nombre de visiteurs du site web, le taux de clic et le prix par clic. Ce qui va vous permettre, en fait, en multipliant toutes ces informations, d'avoir le profit potentiel, en tout cas le chiffre d'affaires potentiel déjà. Donc nous, on va vous donner l'information de chacun de ces éléments. Qu'il y a 5 emplacements par page, donc 5 encarts publicitaires qu'on peut mettre sur une page. Il y a 5 recherches en moyenne, 5 pages en moyenne. 400 millions de visiteurs annuels sur le site web, 1% de taux de clic et 1 euro par clic. Et donc là, il suffit juste de multiplier l'ensemble des informations, puisqu'en fait, in fine, c'est le pourcentage, c'est un peu la chance de succès, la chance qui va cliquer sur votre publicité en soi. Donc c'est 1% de ces 400 millions et c'est à 1 euro. Et ensuite, il y a combien au total de publicités disponibles? Il y a 5 emplacements, 5 pages, 5 fois 5. Et donc, au total, en multipliant l'ensemble, donc 5 fois 5 fois 400 millions fois le 1 euro et 1%, on arrive à 100 millions de revenus. Donc, on parle bien de revenus encore ici. Qu'est-ce que vous pensez ensuite du profit sur cette base? J'ai pas de proposition. Bon. Si. Ce sont leurs chiffres actuels ou... Ah oui, c'est une question. Ce sont leurs chiffres actuels ou les chiffres envisagés? Non, c'est envisagé. Alors aujourd'hui, ils ne font pas de publicité. Justement, c'est un des leviers qu'on est en train de regarder, qui est assez simple à mettre en place. C'est pour ça qu'il a été exploré tout de suite en termes de. Donc, si on reprend notre structure, dans les profils, il y avait revenus, coût, on a un peu regardé, on a dit non. Enfin, l'intervieweur vous dira, on ne va pas creuser ça. On va creuser plutôt les revenus. Il y avait interne, externe. On a regardé les externes davantage parce que on vous guidera là-dessus, mais parce que c'est intuitivement le plus simple pour le Chief Digital Officer à mettre en place. Donc, on va un peu explorer les potentiels revenus qu'on peut générer avec ce levier-là. J'ai quelques questions qui reviennent sur le chat. On aurait besoin des coûts pour calculer le profit dans ce cas-là. Voilà. Et donc, il faudrait évaluer les coûts publicitaires par jour pour chaque emplacement et on diminue ces coûts du revenu pour déterminer le profit. Voilà, il faut bien prendre en compte les coûts. En quick win, ce qu'on pourra se dire dans ce cas, et vous pouvez le proposer vous-même, hein, c'est que a priori, le site web appartenant à notre client et les coûts seront assez faibles puisque bah, il y a pas de site web à créer, il n'y a pas de nouvelle maintenance du site web à faire. En revanche, il va y avoir bah, évidemment des encarts publicitaires à mettre en place, bien définir ça, des partenariats à mettre en place aussi. Donc peut-être en people, il y aura des coûts supplémentaires, en analytics aussi, pour qu'en fait les pubs soient ciblées par rapport au client, à la pertinence aussi du client.
Donc, il y aura peut-être un petit peu de coûts analytiques derrière, donc des coûts people. Mais on peut se dire en quick win que les coûts seront très faibles et donc marginaux. Et qu'on peut faire l'hypothèse de coûts quasi nuls et donc un profit de 100 millions. Ça, c'est vraiment quick win. C'est toujours bien de dire, et c'est ce qu'on va vous dire juste après, c'est bien de montrer qu'on peut réfléchir à des quick wins, mais c'est bien aussi d'expliquer, comme on vient de vous le dire, qu'il y a des coûts à prendre en considération, notamment des coûts analytics, people potentiels. Mais en l'occurrence, ils seront assez marginaux. Euh, Ensuite, donc là, sur la partie suivante, il y avait la partie d'exploitation des coûts en interne, des revenus internes, pardon. Donc, on revient. Donc, exploiter en interne, vendre ou publicité. Donc, ça, c'est rappeler la structure. Nous, ce qu'on a regardé, c'est vraiment la publicité. Donc, c'est sur la partie externe. En interne, on avait donc les revenus et les coûts. Et notamment donc, le coût des analytics. Donc, là, c'est ce qu'on vient de se dire. Et en gros, en synthèse, vous pouvez dire qu'en fait, on peut générer 100 millions à travers la publicité externe. C'est assez rapide, ça s'avère assez faisable. Pourquoi pas aussi lancer ça? Bien sûr, moyennant le fait que le client ait déjà en interne une équipe analytics, a priori oui, puisqu'ils ont un site web à mettre en place, mais ensuite une équipe vraiment qui est capable aussi de cibler les publicités pour qu'elles soient le plus pertinentes possible pour pouvoir les vendre de manière plus pertinente. Euh, Est-ce qu'on a je crois qu'on a une question. Je pense Ah, que pardon. je ne pense pas que ce soit la même que le revenu parce que ajouter des pubs réduit l'expérience utilisateur, mais quel serait l'impact sur le profit? Alors, pardon, j'ai. Est-ce que, si j'ai bien compris la question, est-ce que mettre des pubs sur le site internet va baisser le nombre de clients sur ce site-là et donc impacter le profit in fine de l'entreprise? C'est possible, et c'est bien de le mentionner d'ailleurs. C'est en effet un des éléments qu'on peut tout à fait mentionner. Donc, c'est bien de dire que là, on parle de revenus, les 100 millions. Le calcul qu'on a fait, c'est un market sizing, c'est du revenu. On a fait un quick win en disant que ce revenu était égal au profit parce qu'on va considérer que les coûts sont marginaux. Mais c'est aussi bien de dire qu'il y a des coûts, que les coûts sont à la fois people, analytics. Et c'est intéressant cette remarque qui est de dire qu'on peut aussi avoir des coûts d'opportunité puisque certains clients seraient réfractaires aux publicités et se diraient qu'ils switcheraient de site web parce qu'ils ne sont pas d'accord en fait d'avoir des publicités. En l'occurrence de même, on va considérer que c'est marginal parce qu'en fait, c'est tellement démocratisé, banalisé les publicités sur tous les sites e-commerce qu'en soi, ce n'est pas un risque qui est trop important ou trop regardé par notre client. Et en l'occurrence, on peut quand même se dire qu'on peut essentialiser les profits à 100 millions et se dire que c'est 100 millions et que les coûts restent marginaux. Mais c'est une remarque pertinente et à dire à l'oral pour montrer qu'en fait, on a bien tout pris en compte et que s'il fallait le sizer, on pourrait aussi essayer de calculer le pourcentage de perte d'utilisateurs. Mais il serait minime. Il serait minime, donc c'est pour ça que nous, on ne l'a même pas pris en compte. Je pense que là, on peut avancer sur la partie en fait d'autres leviers. Donc là, on a vu un premier levier donc sur la publicité qui est vraiment juste de mettre des encarts sur notre site. On peut aussi exploiter l'exploitation publicitaire à notre bénéfice de sites concurrents. On peut aussi utiliser ça. Et là, en l'occurrence, si on exploite la publicité sur des sites concurrents, bah, on pourrait aussi générer 100 millions de profits. Là, en fait, c'est juste une idée que vous pourriez avoir et on vous donnera la réponse. Le cœur du cas, c'était vraiment pas ça. C'était davantage de sizer sur notre site web la vente des produits de publicité. Mais ce qu'on va pouvoir vous dire, c'est qu'on peut aussi, en fait, déployer ça sur d'autres horizons et pas uniquement sur notre site web. On peut aussi se dire qu'on vend de la publicité, donc ça rejoint le point qui est au milieu. Donc ça reste de l'externe et c'est vraiment vendre de la donnée. Euh, et donc là, vous pouvez creuser cette voie-là, notamment la commercialisation de la donnée client. Euh, et là, c'est ce qui est très important et ce qui a déjà été mentionné par certains d'entre vous tout à l'heure, c'est vraiment les risques sous-jacents. Il y a encore davantage de risques à vendre de la donnée client qu'à mettre des encarts publicitaires sur notre site web. C'est pour ça qu'on a commencé par le plus simple, le plus faisable. Et l'option 2, qui est juste de vendre de la data client, est quand même une option quand même plus complexe qui apporte potentiellement beaucoup de risques.
J'ai une petite question par rapport au slide précédent, je pense. S'il vous plaît, je veux comprendre d'où viennent les 1 € par clic. Est-ce que c'est de la vente de produits ou le proprio de la pub qui rémunère en fait le site internet? Ouais, en fait, c'est pas de la vente de produits. C'est vraiment Si vous choisissez de mettre de la publicité sur un site internet, vous devez payer la publicité que vous mettez. En gros, ça sera les clients de notre client qui paieront. Donc, ceux qui veulent mettre, par exemple, donc notre chaîne de supermarché contractualise avec une autre chaîne alimentaire ou n'importe un magasin de chaussures qui souhaite mettre de la publicité sur notre chaîne de supermarché, sur le site e-commerce de la chaîne de supermarché, eh bien, elle va payer 1 € pour chaque clic sur son encart publicitaire. Donc, en fait, c'est un coût publicitaire pour le client, notre client, et c'est un gain pour notre client. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé in fine de revenus, puisque chaque clic, en fait, il gagne 1 €. Et, j'ai une autre question. Et pour les risques, par exemple RGPD, est-ce qu'on les quantifie en coût, en provision et comment quantifier ce coût-là? Alors, non, en l'occurrence, sur la partie revenus publicitaires, non, pas besoin. Il n'y a pas forcément de risque RGPD. En revanche, c'est un bon point sur la partie, et peut-être que c'est ce que tu voulais dire, mais sur la partie vente de données. Donc, en fait, si on vend juste des bases de données clients avec des informations, puisqu'on a plein de features, plein d'informations à disposition qu'on pourrait vendre, là, il faudrait prendre en compte la partie RGPD. On ne va pas quantifier le coût RGPD. Ce n'est pas vraiment un coût, c'est davantage une faisabilité, une histoire de faisabilité. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Et comprendre la loi et comprendre les limites. Par exemple, l'anonymisation des données. Si on vend une base de données, il faut généralement il faut enlever tous les noms, enfin, plein d'informations qui sont personnelles, qui doivent être retirées. Euh, et donc, oui, certes, il peut y avoir un coût derrière des coûts légaux, puisqu'il va falloir avoir recours à des avocats pour préciser tous ces détails-là. Mais c'est davantage de l'ordre de la faisabilité et des limites, en fait, à la vente de bases de données qu'on va avoir. Du coup, là, on va peut-être avancer. Je ne sais pas si on a d'autres marques. Non, pas pour l'instant. OK. Ah si, pardon. Je ne comprends pas pourquoi l'exploitation des sites concurrents nous rapporte 100 millions d'euros. Ouais, alors on n'a pas fait le market sizing. Donc là, je ne vais pas vous donner les détails du calcul. Considérez juste que c'est un, un input qu'on vous donne en plus en vous disant on pourrait faire ça. On va pas faire le market sizing, on va pas aller sur ce sujet-là. Euh, on vous détaille absolument aucune donnée. C'est en fait, quand il y a les petites flèches oranges, c'est vraiment ce que vous direz l'intervieweur en cas réel. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour cette partie-là. Donc, sur la partie commercialisation de données, on fait rien, on fait pas de sizing. On va vous dire que ça nous rapporterait 600 millions d'euros si on décidait de commercialiser la donnée dans un cadre RGPD compliant. euh, Parce qu'en fait, on a une énorme base de données. On a 400 millions d'utilisateurs, de visites en tout cas. Et donc, on a énormément de données qu'on peut vendre. Et dans un cadre légal qui est défini et qui est respecté, eh bien, on gagnerait la première année 600 millions d'euros. De même, on fait pas de market sizing à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un pourrait faire une petite conclusion? Comment conclure en fait un cas? Parce que là, ce qui est complexe dans ce cas, c'est qu'il y a énormément de voies possibles et qu'on a peut-être l'impression à la fin de même pas avoir répondu à la question, d'être parti un peu dans tous les sens. Donc, c'est hyper important de bien conclure le cas et de montrer en fait qu'on apporte des solutions qui répondent à la problématique. Euh, et ce qui peut vous rassurer en fait, pour vous dire en fait que vous avez bien répondu au cas, c'est que l'intervieweur va vous guider. Là, il y avait plein de choses potentielles à explorer. C'est un cas hyper large, hyper ouvert, donc assez compliqué parce qu'on ne sait pas forcément ce qui est pertinent, moins pertinent. Et donc, c'est très, très important de déjà bien écouter que, par exemple, lors de la question clarificatrice, c'était plutôt le chiffre d'affaires, donc le revenu plutôt que le coût. Donc, si vous avez, et tout le monde l'avait dit, mais regardez uniquement les revenus et dit bah, les coûts, c'est pas pertinent, bah, c'est encore plus simple et plus rapide, on aurait avancé davantage plus vite. Et dans les revenus, ensuite, vous proposez très vite des options et essayez instinctivement de dire bah, le plus simple me paraît être par exemple la pub. Et vous l'avez dit, et en effet, la pub, c'est hyper simple à mettre en place. La fidélisation client aussi potentiellement.
Donc, proposer des alternatives, des solutions, et ensuite, donner un rationnel. Et ensuite, l'intervieweur va vous dire si oui ou non il veut aller dans ce sens ou pas. Et donc, c'est important de bien conclure pour être bien synthétique, bien noter l'ensemble des profits qu'on vous a dit. Donc, il y a des choses que vous auriez calculées vous-même, les 100 millions initiaux. Mais ensuite, il y a 100 millions qu'on vous a donné comme ça, 600 millions qu'on vous a donné comme ça. Donc, bien tout prendre en compte pour montrer que vous êtes à l'écoute, que vous avez bien pris en compte les autres leviers qui ont été déjà calculés ou qu'on vous a donné parce qu'on n'a pas le temps, lors d'un cas de 30 minutes, de tout faire. Donc, si quelqu'un se propose à l'oral peut-être de faire une petite synthèse euh, ou à l'écrit. J'ai une première proposition. La collecte de données permettrait potentiellement d'augmenter de 600 millions nos profits. Justification analytics null. Ah, et il n'a pas fini, je pense qu'il veut compléter sa réponse sur le chat. Mais déjà, Ok, premier point, c'est la collecte de données qui générera 600 millions de profits d'euros. ok. Je pense juste pour très rapidement sur cette partie-là, c'est important aussi euh, là, je pense que ce que la personne a voulu faire, c'est de proposer une solution, la solution. Mais en fait, c'est aussi important, parce que là, il faut se remettre en contexte d'un cas réel, dans un projet réel avec un vrai client, quand on fait une restitution après avoir passé une semaine, par exemple, à faire des analyses, c'est vraiment de montrer les analyses qui ont été faites et pourquoi on les a un peu mises de côté si elles ont été écartées. Et de prendre aussi en considération tous les leviers possibles dès lors qu'ils génèrent du profit additionnel en étant quick win aussi. Quand bien même, en fait, ils génèrent moins, si c'est rapide à mettre en place, c'est aussi pertinent. Le problème, en fait, si on parle que des coûts analytiques, qui sont certes très élevés, des coûts, pardon, des revenus générés par la vente de données de 600 millions d'euros, si c'est très attractif, certes, c'est potentiellement beaucoup plus difficile à mettre en place parce qu'il y a un cadre RGPD derrière à creuser et on sait que ça va prendre du temps aux clients. Donc, toujours aussi penser à ça et proposer un ensemble de solutions qui soient exhaustifs et prendre en compte dans les solutions tout ce qui est aussi quick win, où est-ce qu'on peut gagner de l'argent rapidement et avec une faisabilité qui est la plus sûre possible. Je pense que j'ai une proposition sur le chat qui est décomposée en trois parties. Déjà, on utilise en interne avec des pubs ciblés, data avec les 100 millions, deux, vente de données et du coup générer 600 millions. Mm. Cependant, faire attention au risque RGPD. Voilà, ça c'est très bien. Et en effet, on peut complètement parler des deux options en même temps, hein, parce que les deux options sont pertinentes. On peut les paralléliser. Euh, il faut juste, je pense que c'est toujours pertinent de commencer par les quick wins pour ensuite aller sur des solutions plus long terme, en disant que c'est pas parce qu'on fait un quick win qu'on ne commence pas la solution long terme. Parce qu'en effet, on peut commencer à évaluer le RGPD, tous les risques RGPD qui sont sous-jacents à la solution long terme, en parallèle du lancement d'une solution rapide, court-termiste, qui permet de générer déjà des premiers profits. Donc oui, on peut complètement paralléliser, mais c'est toujours bien de prioriser aussi les solutions, les recommandations. Et, Donc, j'ai ouais. une question, est-ce qu'on peut donner deux solutions à la fois? Oui, Non. bah c'est ça, ouais. On peut donner, mais ce qui est toujours bien, c'est de les prioriser, les solutions. Sauf si elles sont vraiment égales et qu'elles sont toutes les deux, par exemple, très court-termistes parce que très quick win, très facile à mettre en place, ou toutes les deux très long terme parce qu'elles ont toutes les deux derrière des risques importants. Mais comme en l'occurrence, on sait qu'il y a quand même une solution qui est plus simple avec moins de risques, même si elle génère moins de profits a priori, on la mettrait en solution 1. C'est une solution quand même plus court terme, moyen terme, au moins moyen terme, quoi. Euh, donc, les trois leviers qu'on a vus, c'est un, les coûts RH et d'acquisition. Donc là, c'est un peu les coûts. On ne les a pas quantifiés, on les a mis de côté, mais on dit juste qu'on a travaillé là-dessus, qu'on a regardé et qu'on s'est dit que, en, en discussion avec le Chief Data Officer, que ce n'était pas un levier qu'on voulait explorer tout de suite. Ensuite, la fructification des données en publicité sur nos sites Internet, donc 100 millions de profits, même 200 millions de profits en effectuant une publicité pour nos produits sur les sites extérieurs. Donc ça, c'est aussi un autre levier.
Le troisième levier, c'est commercialiser la donnée, générer 600 millions de revenus. Et donc, c'est bien vraiment de dire, voilà, on a fait ça, ça, puis ça, et même de les ranker, de les prioriser avec leur faisabilité. Et c'est ce qu'on dit, en fait, euh, c'est ce qu'on dit par la suite. Voilà. Ah oui, alors je pense que là, c'est plutôt le deuxième levier qu'on voulait dire. Donc, privilégier le deuxième levier parce que c'est plus rapide à mettre en place. Euh, et ensuite, le troisième levier parce qu'en fait, il y a des réserves de coûts indirects, long terme, notamment les gros coûts RGPD qui peuvent être mis, ou en tout, même la faisabilité RGPD qui peut complètement nous arrêter pour ce levier-là. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question par rapport à l'hypothèse du quick win. Comment la justifier si le client considère qu'elle est par exemple trop contraignante? Alors, nous, on va la justifier sur des critères très rationnels et factuels. Ensuite, si elle est trop contraignante par rapport, par exemple, à la constitution de son équipe, etc., ça a creusé sur les coûts derrière. Nous, on a fait l'hypothèse aujourd'hui que les coûts sont quasi nuls parce que le site web existe, parce qu'il génère 400 millions d'utilisateurs annuels. Bah, donc, c'est un site web, en fait, qui est très performant, qui est capable de générer beaucoup de trafic actuellement. Donc, en fait, la publicité va générer potentiellement même du trafic additionnel parce qu'on va avoir des clients qui vont ensuite cliquer sur d'autres sites, etc. Donc là, on peut se dire en fait que en fait, la base existe. Le site web existe, tout est là. Donc, il y a une équipe aussi, on peut prendre l'hypothèse que l'équipe Analytics existe aussi chez le client. Et donc, il y a très peu de choses nouvelles à mettre en place au sein de notre client, au sein de l'équipe de notre client, pour pouvoir mettre en place les encarts publicitaires en soi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un quick win. C'est parce que ça peut être rapide à mettre en place, qu'il y a peu de contraintes aussi régulatoires. Et en termes de coûts, a priori, il y a des coûts faibles. S'il y a des coûts, ça serait des coûts peut-être people pour des analytics un peu plus performants, pour mettre en place les encarts. Peut-être que c'est ça. Et aussi des coûts pour contractualiser, trouver les partenaires publicitaires. Enfin, les entreprises qui souhaitent mettre de la publicité sur nos sites Internet. Mais à part ça, tout est déjà présent, les utilisateurs sont là, le site est actif, performant, c'est rapide à mettre en place. Donc, c'est vraiment le quick win sur la faisabilité opérationnelle, régulatoire, qu'on essaie d'évaluer ça. Et en plus, on vous a dit que ça générait potentiellement 100 millions sur le site web interne et en 100 millions supplémentaires si on va sur d'autres sites web, de sites concurrents. Donc, c'est quand même un revenu qui est conséquent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un quick win. Ensuite, évidemment, en réalité, dans un projet réel, ça sera à challenger avec le client. Vous évaluerez aussi l'équipe du client. Si l'équipe est débordée actuellement, il devra peut-être recruter des personnes supplémentaires pour gérer cette partie-là. En l'occurrence, ça fera des coûts supplémentaires à évaluer. Est-ce que les 100 millions, est-ce qu'on génère quand même encore du profit? Évidemment qu'en cas réel, on prendra ça en compte. Mais là, sur des hypothèses simples, on peut se dire que c'est un quick win. À l'inverse, et donc de la vente de données, ça sera un quick win aussi. Ça peut être un quick win la vente de données si c'est dans un cadre légal RGPD. Mais on sait à quel point le cadre légal est compliqué, notamment avec les dernières lois qui ont été mises en place ces dernières années. Et donc là, on sait que ça va être plus difficile et peut-être générer, certes, 600 millions, mais peut-être avec plus de complexité pour être sûr qu'on respecte l'ensemble du cadre. Et à la fois, oui, on peut tout faire à la fois, c'est tout à fait possible. Je dis juste que c'est bien de prioriser. C'est toujours bien perçu, si on peut, si le cas s'y prête, de prioriser. De prioriser sur la partie donc quick win versus long terme et quick win sur la partie faisabilité, opérationnelle, régulatoire, ce qu'on vient de se dire. Et s'il n'y a pas de question de priorisation, bah, vous ne priorisez pas et vous dites qu'on peut tout lancer en même temps parce que tout est rapide, tout est simple, ou alors tout est long et tout prendra du temps. C'est tout à fait envisageable aussi. Chaque cas est différent. Si vous pouvez prioriser, c'est toujours mieux. J'ai une autre question. Est-ce qu'on n'ajoute pas les justifications et les risques de ces leviers dans la conclusion? C'est les next steps. Si, bah, on ajoute des next steps, en effet. C'est un peu ça. Je ne sais pas ce qui a été posé comme question, c'est les risques.
Les, Les justifications. les- Alors, non, les justifications, pas forcément. On ne va pas refaire dans la synthèse le, le calcul ou le rationnel, etc. En revanche, on peut justifier la priorisation si vous priorisez. On peut rappeler pourquoi c'est une solution moyen terme versus l'autre solution long terme. On peut le rappeler. En revanche, rejustifier les coûts ou les profits, non, c'est trop de détails dans une conclusion. En revanche, oui, les risques, on peut complètement les rappeler. Ça reste du qualitatif et dire attention, ce levier-là il est intéressant, mais c'est sous réserve de. Et donc, ça peut être beaucoup plus long terme que ce qu'on pensait. Et ne pas oublier les next steps. Et les next steps, c'est toujours creuser davantage ce qui est encore obscur. Et en l'occurrence, c'est la réglementation. Ça, c'est vraiment le vrai point à creuser sur la partie 3, vente de données. Et la réponse concurrentielle aussi, on peut y penser. Donc, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais se dire que les concurrents pourraient aussi réagir à ça. Ça, c'est toujours, de nombreux cas, mettre en perspective ce risque-là de réponse concurrentielle. On n'en a pas trop parlé ici, on n'a pas trop parlé des concurrents, parce que la réglementation, c'est quand même un point encore plus important, qui est beaucoup plus concret et qu'on peut évaluer aussi plus facilement, je dirais, que la réponse concurrentielle qui est toujours subjective sur la base aussi du marché et de la structuration du marché, mais ce qu'on n'a pas du tout évoqué lors du cas actuel. Ok. Voilà. Merci à toi, Feriel. Juste avant la fin de ce webinaire, rapidement, je vous présente les packs TrainingView. Pour ceux qui cherchent à s'entraîner pour les études de cas, comme c'est la période de recrutement pour les stages en cabinet de conseil, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet. On propose trois packs qui sont flexibles. Vous pouvez prendre un mois et vous désabonner ensuite. Ça dépendra de votre temps de préparation et aussi de votre besoin. Nos packs contiennent 8 cours fondamentaux pour optimiser votre candidature, préparer les entretiens et comprendre le métier de consultant. 172 études de cas réelles tombées en entretien et corrigées par des professionnels en poste, dont cette étude de cas d'aujourd'hui. 14 fiches sur les principaux secteurs pour améliorer votre business sense et 17 fiches sur les cabinets les plus prestigieux et qui recrutent à Paris et des webinaires et podcasts exclusifs pour avoir des retours un peu plus concrets de consultants en poste. Pour répondre à une question que j'ai eue sur le chat par rapport au replay de cette étude de cas, elle sera bien disponible la semaine prochaine sur YouTube. Et vous pouvez déjà faire un tour sur notre chaîne YouTube pour revoir les anciennes études de cas corrigées par Feriel. Elles sont déjà en ligne. Voilà, merci à vous tous pour votre participation et merci beaucoup à toi, Feriel, pour cette étude de cas. Merci à vous.